Oui, bah vous me connaissez, oui, j'aime Walking Dead, j'adore The Walking Dead. Mais pour ce genre de vidéo, mais il me faut un t-shirt Breaking Bad. Même dans un projet de vie ou une œuvre sociale, je ne sais pas, tout le monde devrait porter un t-shirt Breaking Bad. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, bordel ? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV, une nouvelle analyse de scène. On revient avec grand plaisir sur Breaking Bad. Et cette vidéo, ça fait longtemps que j'avais envie de la faire et elle arrive vraiment bien puisqu'on a appris le week-end dernier que Netflix allait diffuser le film Breaking Bad. Je n'ai jamais été autant hypé, mais j'ai jamais eu aussi peur d'un projet en même temps parce que Breaking Bad, c'est 5 saisons extraordinaires. Je n'aimerais pas qu'un film entache le produit Breaking Bad qui était une série exceptionnelle, mais j'ai confiance en Vince Gilligan. Apparemment, Better Call Saul est exceptionnel et quand on voit les retours de Better Call Saul, on peut faire confiance en Vince. D'ailleurs, soit dit en passant, critique de Better Call Saul fin septembre, début octobre. Oui, je m'y mets, il était temps. Et donc cette vidéo a la chance d'arriver 2 ou 3 jours grand maximum après cette annonce et on va parler de Jesse Pinkman. De la même manière que j'avais fait mon analyse de scène sur comprendre Gus en une scène, je vais essayer de vous faire comprendre comment on pourrait examiner et comprendre le personnage de Jesse en une seule séquence. Alors évidemment, il y a des dizaines et des dizaines de scènes emblématiques vis-à-vis de Jesse Pinkman et j'en ai choisi une plutôt atypique puisqu'elle représente pour moi le point de non-retour que représente Jesse au cœur d'une saison que vous connaissez parfaitement et c'est une scène véritablement moi qui m'a marqué. Nous sommes à l'aube de la 4e saison. Lors du final de 3e acte, Breaking Bad faisait de Jesse l'assassin d'un homme, Gail Botiker. Cette scène aura un impact direct sur toute l'histoire qui arrivera à Jesse par la suite, notamment ici. Épisode 3. Open House. Comme son nom l'indique, le repère de Pinkman devient rapidement celui de nombreux dealers, junkies et autres camés puants et toxiques pour un personnage à la dérive. Toujours choqué par son acte, Jesse ne parvient plus à vivre seul, ce que nous laissait déjà entrevoir une scène forte de l'épisode précédent. I was thinking like next week. Yeah, sure, man. Next week. Ce plan séquence nous montrait déjà un Pinkman en perdition, incapable de rester seul. Non pas par manque d'une présence autour de lui, mais par son incapacité à faire face. Se coller à son haut-parleur, alors qu'il se retrouve pour la première fois seul depuis l'assassinat de Gail, n'est pas un hasard. Le bruit assourdissant des Honey Claws devient le dernier moyen pour Pinkman d'échapper à son jugement. Car imaginez-vous être un homme que rien ne destinait à sombrer dans un tel univers, devenir juge, jugé et meurtrier pour une cause qu'il n'arrive plus à comprendre. Rester seul, c'est devoir affronter ses erreurs, ses peurs, et se faire envahir par ce putain de point de non-retour. L'idée même d'assumer les conséquences de ses actes. Et un épisode plus tard, rien ne change, dans une scène incarnant pour moi ce véritable point de non-retour. Le rythme de la séquence démarre avec plusieurs plans saccadés et agressifs autour de Jesse, tentant vainement d'échapper à sa douleur. Son regard est vide, obnubilé par le poids de sa conscience, et la mise en scène ultra rapide prône une sensation d'abandon. Par une grande vitesse d'exécution et des coupes saccadées, on devine que Jesse roule depuis des heures, le temps ne parvenant plus à lui ôter la souffrance de ses remords. S'ensuit d'ailleurs un cri sourd, puissant, désespéré. Par cette simple mise en pratique d'un homme ne pouvant être seul, la série confirme l'énorme difficulté de vivre avec le poids de la culpabilité, ce qui est encore plus terrible pour un Pinkman déjà en proie au doute. Après une légère transition en voiture, la première image du final nous montre un homme dévalisé de Jesse, celui-ci n'ayant aucune réaction face à lui. Aucune réaction, mais un regard rapide vers le voleur, conscient de l'horreur de la situation qu'il s'apprête à voir. Une fois revenu chez lui, les camés taxent ses murs, plusieurs personnes s'envoient en l'air dans une parade bestiale et sordide. Les gens fument, boivent, se battent, et l'enfer s'abat sur terre sous le regard exceptionnel d'Aaron Paul. À cet instant, tous les éléments que mettait en place Gilligan lors des épisodes précédents commencent à voir le jour, et nous assistons à ce fameux point de non-retour. Jesse semble enfin accepter sa propre perte. Car si toute la haine présentée dans la série semble se jeter au sein de son foyer, celui-ci s'assoit, allume une cigarette et s'affale sur son canapé dans un mouvement décisif. Le bruit prend enfin le dessus sur sa conscience. Jesse accepte l'idée de subir les gens autour de lui, car ils sont la seule rempart entre lui et son amertume, sa conscience, sa culpabilité. On le devine d'autant plus par ses regards emplis de satisfaction, observant autour de lui l'avantage de ne pas affronter ça seul, voire même de ne rien affronter du tout.
En définitive, cette scène, très courte, installe un vrai malaise entre un homme et la fatalité de son existence, conscient que plus rien ne pourra jamais être comme avant. Elle offre d'ailleurs une double symbolique plutôt pertinente sur l'après-open house. Jesse se rapproche certes du monde physiquement, mais s'éloigne peu à peu non seulement des protagonistes auxquels il tient, mais aussi du spectateur. Le public comprend alors la séparation inéluctable qu'il souhaite mettre avec lui, le tout porté par un incroyable Aaron Paul. Cette scène, c'est un aveu d'échec. Je suis incapable d'affronter mes erreurs, j'ai peur et j'ignore comment lutter. Alors je laisse le bruit vaincre mes démons, même s'ils ne font que les mettre en sourdine avec désespoir. C'est d'ailleurs là, par l'écho que cette scène fait à toutes les autres séquences où on voyait vraiment Aaron Paul dans un état catastrophique, que je me rends compte aussi, au-delà de l'analyse de séquence, de l'acting incroyable d'Aaron Paul qui est d'une sobriété mais d'une tristesse qui est époustouflante. C'est pour ça que cette scène, ce sauvetage finalement malgré lui, je le trouve véritablement intense et une notion du sans-espoir qui est extraordinaire. Elle offre donc une sorte de fatalité, de constat d'échec, douleur exceptionnelle portée par Aaron Paul, mais aussi par sa bande-son If I Have a Heart que vous aurez sûrement entendu dans Viking. Choisi parmi 4 morceaux possibles pour ce final, les scénaristes décrivent cet extrait comme une sensation de lourde sourdine, correspondant au cri silencieux que pousse Pinkman dans son appel à l'aide. Elle représente l'état d'esprit de Jesse et sa profonde part d'obscurité naissante. Pour moi, elle pourrait même être, par ses paroles, une lettre ouverte à Pinkman de la part de Walter White. Dans sa traduction, Fever Ray déclare que tout cela ne s'arrêtera jamais car ils en veulent plus. Toujours plus. Que s'ils avaient un cœur, ils seraient capables d'aimer. Que s'ils avaient une voix, ils seraient capables de chanter. Et qu'après la nuit, au moment où ils se réveillent, ils verraient ce que demain apporte. Ces mots résonnent à mes yeux comme une déclaration de son mentor à Jesse, ce que d'autres fans virent également. Cette course-poursuite contre la mort et la drogue ne s'arrêtera jamais car Walter en veut plus, toujours plus. Plus d'argent, plus de pouvoir. S'il avait un cœur, peut-être pourrait-il aider Pinkman et l'aimer comme Jesse semble aimer Walter, comme le père qu'il n'a jamais eu. Mais c'est impossible. Mais Walter n'est pas dupe, et par le morceau de Fever Ray, c'est comme s'il admettait que pour lui ou pour Pinkman, il n'y aurait jamais de lendemain. Des mots durs, cinglants, mais en adéquation totale avec ce point de non-retour franchi. Voilà pourquoi j'aime autant la musique, surtout mêlée à une image ou une sensation. Elle propose une lecture souvent différente ou accrue de notre perception des choses, et permet parfois une grille d'analyse encore plus sombre et glauque que ce que l'on pourrait imaginer. Tout cela ne s'arrêtera jamais car j'en veux plus. Donne-m'en plus. Parmi les derniers mots qu'aura pu entendre Pinkman, fredonnés par le roi des rois, Walter White. Une chanson pour illustrer le désespoir, la fatalité et l'antagonisme ultime que représente Heisenberg. Voilà donc pour cette petite analyse de scène concernant Jesse Pinkman. Vous le savez autant que moi si vous avez vu mes vidéos sur Breaking Bad auparavant. Je l'aime beaucoup le Jesse, je voulais qu'il lui arrive rien. Je prie Jésus aujourd'hui, donc Chris Pratt, qu'il ne lui arrive toujours rien dans le film. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence? Est-ce qu'elle vous a marqué autant qu'elle m'a marqué? Quelle séquence pour vous est celle qui peut représenter au mieux Jesse? Parce que là c'est pas comme Gus. J'ai choisi cet extrait de manière subjective parce que c'est celle qui m'a véritablement parlé. Elle fait une connexion avec une autre scène qui m'a parlé, mais il y a énormément d'extraits qui auraient pu servir à Jesse. Jesse était un pion indétrônable, pour moi-même l'un des meilleurs personnages de la série, si ce n'est peut-être même le meilleur avec Walter. Il méritait vraiment cette vidéo.